Des manifestations éclatent à travers l'Iran. Nous avons déjà vu cela, mais cette fois, c'est différent. Les manifestations n'ont pas commencé sur les campus universitaires et elles n'ont pas commencé dans la rue, elles ont commencé dans le bazar. À Téhéran, les commerçants et propriétaires de magasins l'ont lancé. Pourquoi est-ce unique? En 1979, la révolution iranienne ayant installé ce régime a débuté avec ces mêmes commerçants. Est-ce que cela pourrait être le début de la fin du régime iranien? Pour répondre à cette question, je suis accompagné de mon ami le Dr Harold Rode. Le Dr Rode, haut fonctionnaire du Pentagone, s'est spécialisé dans l'islam et l'Iran au département de la défense américain. Personne ne connaît l'Iran ou la Perse mieux que Harold. Il a étudié dans les universités iraniennes avant la Révolution et comprend ce pays mieux que quiconque depuis 1979. Pour répondre à ces questions, parlons maintenant à mon ami Harold. Heureux de t'accueillir. Duran, c'est un plaisir d'être ici et j'espère être à la hauteur de la présentation que tu viens de me faire. Si quelqu'un comprend une partie de ce que tu as fait, Harold, il saura que ce que j'ai dit est vrai. Merci. Tu sais, Harold, tout a commencé il y a seulement 3 jours. Et maintenant, on voit des manifestations dans les rues, on voit des gaz lacrymogènes, on voit des gens courir. On voit des Iraniens se tenir devant les gardes du corps des gardiens de la révolution islamique alors qu'ils descendent de la rue, simplement assis là dans une protestation silencieuse. Mais, je l'ai dit dans l'introduction, on a vu ça il y a 4 ans avec la femme qui a protesté et qui a finalement été tuée à cause de son hijab. Est-ce que c'est quelque chose de différent à Hawaï? Si on regarde l'histoire iranienne, tous les éléments sont toujours présents contre le régime, tant que le régime est fort et peut faire ce qu'il faut pour se maintenir au pouvoir. Et on fait cela en permettant aux gens de gagner de l'argent. Et c'est pourquoi le rôle des bazaris est si important ici. Maintenant, ça devrait aller pour vous. Peut-être que nous n'aimons pas ça parce que nous croyons à une approche ascendante. Les gens décident de ce qui se passe. Malheureusement pour eux, au Moyen-Orient, ce n'est pas comme ça. C'est une approche descendante. Ils s'attendent à ce que le dirigeant maintienne l'ordre. Le dirigeant, du point de vue islamique, est là pour garantir le bien, et le bien signifie l'islam, et pour éradiquer le mal, et c'est ce qu'ils attendent de leurs dirigeants. Ils peuvent nous parler et dire toutes sortes de choses autrement, mais ce n'est pas ça. Maintenant, vous avez mentionné les bazaris, et c'est essentiel. Les bazaris sont un élément majeur de soutien pour chaque régime historiquement en Iran. Ce sont les propriétaires de magasins. Oui, spécifiquement dans le bazar de Téhéran. Depuis que Téhéran est la capitale de l'Iran depuis le début des années 1800, avant c'était Ispahan, puis dans quelques autres endroits, Isfahansmor est le centre de l'Iran. Et ce sont toujours des commerçants, mais ça donne l'impression que ce sont de petits commerces, mais c'est bien plus que ça. Il y a de vrais gros faiseurs d'argent, d'énormes marchands de tapis, par exemple. Les tapis coûtent cher, très cher. Il faut de l'argent pour investir, pour ce genre de choses. Et les bazaris, on parle de gros business. C'est ça le bazar. Ils ont un mot en persan et il est aussi utilisé en arabe et en turc pour le commerce. C'est du petit commerce. Et puis, il y a le grand commerce, ça c'est du grand commerce. Ce sont des gens qui ont conclu des accords avec le régime et le régime s'est assuré qu'ils aient accès à l'argent. Ils faisaient d'autres choses en plus du bazar, par exemple. Il y a un énorme problème en Iran en ce moment. Et c'est l'une des autres raisons majeures pour lesquelles il y a une révolution en cours en ce moment. Et nous verrons si elle réussit. Est-ce qu'ils avaient cela? Il n'y a plus d'eau en Iran maintenant. Voici un pays, c'est un pays très sophistiqué, la civilisation y est impressionnante. Ils ont transformé un désert, puisque la majorité de l'Iran l'est, et ils ont trouvé des moyens d'utiliser l'eau souterraine, et ils savaient comment préserver l'eau pour l'année suivante et pour l'avenir. Ce que ces types ont fait, ceux qui dirigent le pays en ce moment, c'est qu'ils ont eux-mêmes vendu les droits de construire des barrages et d'extraire l'eau du sol. Et le résultat, c'est que l'Iran n'a plus d'eau. Maintenant, vous vous dites... Pourquoi? D'abord, vous parlez de la République iranienne? Je parle de la République islamique maintenant.
Donc, avant de revenir à la Sahara, je veux comprendre cela parce qu'on en a entendu parler, en tout cas, j'en ai entendu parler dans les actualités, le grand barrage en Iran, etc. Tu dis que le régime de la République iranienne a vendu les droits. À leurs amis et aux Bazaris. Pourquoi n'y a-t-il pas d'eau? Leurs amis ne devraient-ils pas en apporter plus? Ah, mais ce qu'ils font, c'est que la plupart de l'eau en Iran provient historiquement des aquifères souterrains, des nappes phréatiques. Et si tu commences à pomper ces choses pour tes champs que tu soudoies quelqu'un pour en avoir à proximité. Devine ce qui se passe? L'eau disparaît et ils ont pompé beaucoup trop et les barrages s'effondrent ou ils n'ont plus d'argent. Ou à Téhéran, tu ouvres ton robinet et il n'y a pas d'eau. Tu sais, on peut supporter que des gens te frappent de temps en temps, mais c'est un peu difficile pour les êtres humains de vivre sans eau. Alors laisse-moi te demander, Harold. Tu sais, on a vu que le rial iranien, leur monnaie, est à 14 millions pour $1 américain. Je ne sais pas s'il existe un autre pays au monde. Imaginez devoir payer 14 millions. À quoi ressemble la petite monnaie? Il faut un camion juste pour acheter une pizza. Et l'Iran a eu 100% d'inflation rien que sur les 2 derniers mois. En octobre et novembre, les prix des denrées alimentaires ont grimpé de 70% rien qu'en décembre. Cependant, le peuple a faim. Il y a le peuple et ses bazaris. Emmène-nous maintenant au cœur du bazar, au cœur de la personnalité. Qui sont ces gens? Comment ont-ils renversé le régime en 1979 et pourquoi cela a-t-il commencé là-bas? Quel est le pouvoir de ce régime et pourquoi l'Iran en a-t-il peur? En 1978, j'étudiais à Machhad, qui se trouve dans le nord-est de l'Iran. En bus, il faut 17 heures de Téhéran vers l'est et environ 4 heures de plus pour atteindre la frontière afghane. C'est très loin de Téhéran maintenant. J'ai vécu les débuts et le milieu de la révolution. La révolution ne se résume pas à un simple changement d'homme au pouvoir. C'est un processus. Nous sommes dans le même processus maintenant. Maintenant, ce qui s'est passé à l'époque s'est produit ici. Je vais à l'université et je vous raconte cette histoire parce qu'elle est totalement pertinente pour ce qui se passe aujourd'hui. Et en tant que gentil gars de 28 ans à l'époque, je viens d'Amérique et je sais que je demande aux gens ce qu'ils pensent du chat en Amérique. On pouvait critiquer beaucoup de gens, peu importe qui est le président, les gens parlent contre lui, d'autres l'aiment, mais on n'a pas de problème pour ça. Mais à l'époque, c'était le cas. Donc quand je pose ces questions, ou encore plus important, des questions religieuses, qui est le grand ayatollah de la grande famille? Le système, c'est que vous faites partie de l'organisation d'un grand ayatollah. Tout le monde l'était. Déjà sous le Shah, c'était pareil. Les riches faisaient des dons au système. Les gens au sommet, les grands ayatollahs et la résistance, les ayatollahs, c'est un niveau en dessous. Ils sont responsables de donner l'aumône et de l'aide aux pauvres. Ils dirigent les mosquées. Donc il y a comme plusieurs papes. Essentiellement, Oui, et c'est une très bonne analogie, Doron, parce qu'ils ne s'entendent pas non plus. La différence, c'est qu'au moins une partie de votre public est juive. Il y a beaucoup de différentes, disons, sectes hassidiques. Et peut-être que les rabbins ne s'entendent pas, et peut-être qu'ils ne s'aiment pas, mais personne n'envisagerait jamais de tuer. Ce n'est pas quelque chose que les Juifs feraient. Ils ne se sont jamais fait ça entre eux de toute façon. Ainsi fonctionne le système. J'avais beaucoup étudié cela dans les livres. Je demande donc aux gens, qui est votre grand ayatollah? Et les Iraniens sont des gens extrêmement beaux, et ils te regardent en souriant comme s'ils ne savaient pas de quoi je parle. Donc je connaissais le nom. ils étaient intimidés. Eh bien, ils ne savaient pas si je travaillais pour une organisation de police secrète. Les Iraniens croient qu'il y a toujours un grand complot contre vous. Tu l'étais? Je plaisante, d'accord, continue. Si je travaillais plus tard, Tu as fini par travailler pour le Pentagone? ça c'est bien plus tard. D'accord, pourquoi alors? Ils n'étaient donc pas sûrs. Ils ignoraient qui j'étais. Pourquoi en parler? Peut-être que rien n'arrivera finalement. Peut-être que je suis un espion pour les services secrets iraniens, pas seulement un étranger. Ils ne savaient pas. Je veux dire, Harold, tu ressembles au grand-père que tout le monde voudrait aimer, donc tu serais l'espion parfait. Je dois dire, Oui, je m'entendais bien avec eux. Ce sont des gens formidables. Bref, ils me regardaient comme s'ils ne savaient pas de quoi je parlais.
J'ai mentionné les noms de 6 grands ayatollahs et vous verrez, c'est absolument pertinent aujourd'hui. Je connaissais le nom de 6 grands ayatollahs. L'un d'eux était Khomeini, qui a fini par diriger l'Iran après le départ du Shah. Et ils m'ont tous regardé avec les visages les plus gentils et doux. Et ils n'avaient aucune idée, comme s'ils disaient qu'ils ne savaient pas qui étaient ces noms. C'est comme demander à un chrétien qui est Jésus et qu'il vous regarde en disant « jamais entendu parler de lui, ce n'est pas possible » ou à un juif Moïse ou Abraham. Et pourquoi est-ce que c'est significatif à cette époque et comment cela t'a-t-il amené à sentir qu'il allait y avoir un renversement? Ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, quand le Shah ne faisait pas ce qui était nécessaire pour se maintenir au pouvoir, ce qui veut dire lui rappeler qui est le patron, tu envoies la police pour casser quelques têtes. Je ne soutiens pas cela, je décris juste comment fonctionne la société. Il ne soudoyait pas beaucoup de gens, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que j'ai lu. Eh bien, personne ne sait ces choses-là et ça ne surprendrait pas, il était malade, mais personne ne savait qu'il était malade. Même la CIA, alors que des Iraniens très instruits diront aujourd'hui « Oh, puisqu'il avait un cancer ». La raison pour laquelle la Central Intelligence Agency voulait faire venir un chef religieux, c'est-à-dire Khomeini, c'est parce qu'il serait anticommuniste. Parce que les chefs religieux doivent être anticommunistes, puisque les communistes sont athées. C'est complètement faux ce que je viens de dire du point de vue de la vérité, mais c'est ce que croient les Iraniens. Ils croient aussi que ce genre de choses se passe en ce moment. Mais voici pourquoi c'est important. J'ai mentionné Khomeini, dont je savais très peu de choses, mais je connaissais son nom. Et tout à coup, mes camarades étudiants, quand ils ont senti, alors que moi non, ils ont vu que le Shah ne faisait pas ce qu'il fallait pour se maintenir au pouvoir. Ils sont dans les rues en train de crier « Mort au Shah, vive Khomeini ». J'ai grandi comme un Américain gentil et je le reste culturellement. Et j'étais vraiment en colère parce qu'ils m'avaient menti. Où l'ont-ils fait? On verra. Encore une fois, tout se passe actuellement, c'est pourquoi je suis encouragé. Je retourne au dortoir. Je suis furieux contre ces gars-là. J'ai parlé de Khomeini. Ils m'ont regardé comme si j'ignorais tout, en criant « Vive Khomeini !» Tu as parlé de Khomeini. Ils t'ont regardé sans comprendre, puis soudain, ils manifestent pour lui dans la rue. Oui. D'accord. Alors, tu retournes au dortoir et tout à coup, on frappe à ma porte. Je suis furieux. J'ouvre la porte. Il y a 5-6 gars iraniens. Je suis en colère. Ils m'ont menti. Les Américains n'aiment pas qu'on leur mente. J'ai complètement tort, mais je ne le sais pas encore. Ils entrent, ferment la porte et me posent des questions en persan. Khomeini qui est Khomeini? Oh mon Dieu. Ce sont les mêmes qui crient pour lui. Oh mon Dieu. Je me demande ce qui se passe ici. Ils te demandent de parler de Khomeini. Pourquoi sont-ils venus me voir? Ils se rappelaient que j'avais cité son nom sans savoir qui il était, mais ils ont fini par voir son apparence. Le nouvel idole à adorer, ça s'appelle Bodh-Parast, se prosterner devant Bouddha. Ce n'est pas Bouddha, le chef de la religion bouddhiste, disons, ou quelle que soit la philosophie. Il y a des statues de lui et on se prosterne devant les hommes forts et on donne des coups de pied et fait d'autres choses aux hommes faibles. Donc la rumeur s'est répandue dans la rue que Khomeini était fort et par conséquent, il s'est immédiatement élevé pour gagner l'allégeance des masses. Sans même qu'il sache qui il est, Il savait seulement qu'il était puissant. Cela nous mène à aujourd'hui, sans aucun doute. J'ai vu beaucoup de vidéos d'Iran ces derniers jours et c'est très clair en voyant les gens dans les rues. Oui, ce sont les bazaristes, mais ils payent aussi parce qu'ils ont de l'argent. Les jeunes dans les rues, c'est intéressant de voir ce qui se passe, car cela se produisait déjà avant, pas seulement ces derniers jours. Jusqu'à ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y avait une bagarre entre où les gens criaient des choses et ils étaient très, voire même ils criaient peut-être la mort au dictateur. Maintenant, ils crient « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, nous sommes ensemble, nous ne faisons qu'un, et en même temps, vous, lequel ?» Et ils mentionnent la mort à Khomeini, ils disent « Mort au dictateur, si quelqu'un t'attrape, dictateur. » Le dictateur de notre quartier nous vole notre argent. mais maintenant ils disent le nom.
Ils disent le nom. Que leur arriverait-il si ces personnes étaient filmées et que le gouvernement n'était pas renversé? Eux. Vous savez, eh bien, disons qu'ils pourraient ne plus être là dans quelques jours. Et au Moyen-Orient, à peu près partout. Et je peux expliquer culturellement pourquoi c'est le cas. Quand vous ne tuez pas quelqu'un, vous le torturez d'abord, il doit souffrir. Et seulement après qu'il ait souffert, vous le tuez. Harold, tu dis qu'il y a du monde dans les rues. Qu'est-ce qui a déclenché cela au bazar? Un motif économique? Et pour ajouter une touche sucrée, presque hilarante, un peu de saccharine ici. C'est que le gouvernement a déclaré une situation d'urgence pour la première fois, si j'ai bien compris, et ils ont annoncé que tout était essentiellement fermé, sauf les hôpitaux. Les commerçants ont fermé. Voici un des sites que tu m'as envoyé. Un texte en persan au lieu d'une traduction. Et comme ils suivaient les ordres, malgré tout, la police des gardiens de la Révolution est entrée dans ces magasins, a frappé les propriétaires jusqu'à ce qu'ils ouvrent leurs portes, ce qui signifie qu'une fermeture avait été déclarée. Comme les commerçants avaient fermé leurs portes en signe de protestation, ils les ont frappés jusqu'à réouverture. Cela a commencé pour des raisons économiques, puis s'est étendu à un autre domaine. Expliquez cela. C'est très difficile d'expliquer cela aux Américains parce que nous n'avons aucun contexte culturel pour comprendre ce qui se passe, comment ils pensent les choses. Mort à vivre. Khomeini. Vous criez pour quelqu'un dont vous n'avez aucune idée de qui il est, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Tu vas là où est le pouvoir. Hier, ils ont commencé à tirer sur la foule. Le problème avec les bazaris, ils commencent d'abord par le regarder de leur point de vue. La raison pour laquelle ils ont commencé à fermer les portes de leurs magasins, c'est que, peu importe, l'inflation galope tellement vite, tellement fort. C'est que si vous vendez quelque chose le matin, le soir venu, l'argent que vous avez reçu ne vaut déjà plus ce que valait la marchandise. C'est dans votre intérêt. Rappelez-vous, ces personnes agissent pour leur intérêt. Et maintenant que les bazaris sont concernés, parce que le gouvernement les soudoyait abondamment et les corrompait avec toutes sortes de choses, les corrompre signifiait leur donner des occasions de piller le système sans vergogne. C'est cela qui a effrayé le régime de façon incroyable. Donc, parce que si c'est ça, si c'est ce qui se passe là-bas, Dieu seul sait ce qu'il y a d'autre. Je veux clarifier, avec l'inflation quotidienne, tout change sans cesse. Oui. Tu vends quelque chose pour X montant d'argent. Le matin, la personne reçoit le tapis, la chemise ou autre. Le soir, l'argent que tu as reçu ne vaut déjà plus que la moitié de sa valeur. Les gens gardent leurs biens, ferment leurs portes et disent ne pas faire confiance au système. C'est ce qui fait vraiment peur au régime de la République iranienne, au régime. D'accord. Et ensuite, maintenant que ça a débordé, qu'est-ce qui a déclenché cela? Maintenant, il y avait ces étudiants universitaires, ils étaient encerclés et piégés à l'intérieur des universités. Et comme nous l'avons vu hier, ils ont brisé des fenêtres et ont sauté des bâtiments universitaires juste pour sortir dans la rue, et maintenant ils sont dans les rues. Qu'est-ce que cela signifie? Quel est le symbole des étudiants universitaires qui rejoignent ce mouvement? Pourquoi les jeunes hommes? Pourquoi sont-ils enrôlés à l'âge de 18 ans? Ils n'ont pas peur de la mort. Et ce sont ces jeunes dans les universités, et ce sont de très très bonnes universités, des universités de niveau mondial. Ils veulent sortir, ils savent ce qui se passe dans leur pays, ils veulent faire partie de l'action pour renverser ce régime. Sont-ils anti-islamiques? Non, ils ne le sont pas. Ce n'est pas forcément qu'ils sont anti-régime islamique à 100%, mais ils veulent que ces gens partent parce qu'ils ont détruit le pays sous le Shah. Par exemple, tout le monde connaît le caviar iranien de la mer Caspienne. Tout était limité quant à la quantité de poissons à caviar que l'on pouvait prélever pour éviter de les détruire. Les tapis, il y avait des normes. Dès que ce régime est arrivé au pouvoir, tout a disparu. Vous savez d'où vient votre caviar? Beaucoup provient désormais de la mer Caspienne. Ce n'est pas le beluga que toi et moi on garde kosher, donc on n'en mangerait pas. Mais le poisson beluga a failli disparaître parce qu'il a été surpêché et ils ont fait venir ce qu'on appelle des lompes du centre des États-Unis. Et ce capital, ces petits œufs minuscules,
n'a rien à voir avec le caviar de beluga. Donc la norme, ils ont tout détruit. Le monarque, le Shah, maintenait l'ordre. Oui, Ce n'était pas parfait, mais il y avait des normes et il y avait de l'ordre. Et maintenant, on a l'impression qu'il n'y en a plus. En gros, ces gars-là ne savent pas ce qu'ils font, ils ont ruiné l'Iran et maintenant ils ont ruiné l'économie. Il est important de dire qu'il y a eu une manifestation il y a 60 ans pour renverser le Shah, et maintenant, les mêmes personnes qui sont allées renverser le Shah crient aujourd'hui. Vous savez, mort à Khomeini, ils essaient de le renverser. Qu'est-ce qu'ils cherchent à mettre à sa place? Ils ont déjà eu un Shah, puis la République islamique d'Iran. Quelle sera la suite? j'avais 28-29 ans quand toute la révolution a eu lieu. J'ai maintenant 76 ans. Vous vous rendez compte à quel point c'était il y a longtemps? Ça fait 46, 45 ans presque. Ces gens n'ont aucune expérience de ce qu'était la vie sous le Shah. Et le résultat, c'est qu'il y a effectivement des gens en Iran qui appellent le fils du Shah, qu'on appelait, ou qu'ils appelaient le petit Shah. Eh bien, ce type a presque mon âge et c'est un gars très sympathique. Et ils se souviennent et ils ont entendu des histoires de la part de leurs parents sur ce qu'était la vie sous le Shah. Nous avons commis une grosse erreur, mais les Iraniens ne l'admettront jamais. Et donc certains appellent Reza Pahlavi, qui est le fils, Et le prince héritier, ils l'appellent le prince héritier, qui est en exil, qui est en exil à Londres. Je crois qu'il est surtout aux États-Unis. Il est à Los Angeles. Il s'appelle Alza. Je le connais. C'est un homme formidable. Tu l'as rencontré? De nombreuses fois. D'accord, parle-nous de lui. Tout d'abord, c'est un gars très sympa et on ne peut pas ne pas l'apprécier. Ça ressemble à ce que dirait le président Trump. Il est beau. Les Iraniens sont beaux. Je sais, mais le président Trump apprécie aussi les dirigeants séduisants comme le chef de la Syrie. Mais son père, est-il corrompu? Qu'est-ce qu'il est? Il ne réclame pas une monarchie. Il pourrait être le ciment. Tout le monde le connaît. S'il vous plaît, faites la différence entre un ciment et un leader. Il pourrait être le ciment. Ils veulent garder leur pays uni. La plupart de ces minorités, par exemple, la plus grande probablement, on ne sait pas vraiment avec certitude. Le plus grand groupe en Iran n'est pas les Perses, mais les Azerbaïdjanais, les Azéris. Il est difficile de distinguer les deux, car une grande partie de la classe supérieure d'Iran, dont Khamenei, son père est azéri, il sait depuis chez lui, il sait que l'azéri est du turc. Alors, le prince héritier assis aux États-Unis, à quoi cela ressemble-t-il? Il est en exil? Pourquoi les Iraniens crient-ils son nom? Parce qu'il cherche, comme je l'ai déjà dit, à la fois un parangon, un Bouddha, une idole, devant laquelle s'incliner, Ne se rappelle-t-il pas son père qu'il croyait? Comment pourrait-il se souvenir de lui après 45 à 50 ans depuis la Révolution? La plupart de ces gens ne s'en souviennent pas, mais ils entendent de leurs parents à quel point les choses étaient merveilleuses comparées à aujourd'hui. Et bon sang, quelle erreur nous avons faite. Eh bien, ils ne le diront pas. Reza Pahlavi est un homme formidable, il pourrait être le ciment qui maintient tout le monde uni autour d'une même cause. La femme de Reza Pahlavi est irano-azerbaïdjanaise, la mère de Reza Pahlavi est irano-azerbaïdjanaise, et la mère de Reza Pahlavi et du Shah, l'ancien Shah, était aussi une azerbaïdjanaise. Encore une fois, tous des Turcs. Eh bien, je veux comprendre Harold. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il revienne au pouvoir? Je veux dire, qu'est-ce que les gens dans la rue devraient accomplir pour qu'il revienne? Je ne sais pas si on peut le savoir exactement parce que dans des situations comme celle-ci, la même chose est arrivée avec Khomeini auparavant. C'est-à-dire, on ne peut vraiment pas savoir qui sera le leader. On ne peut pas savoir comment les manifestations vont se dérouler. Il faut être prêt à frapper. Quand, tout à coup, le régime paraît totalement faible et incapable de se maintenir au pouvoir. Eh bien, comment peuvent-ils frapper? Ils n'ont pas d'armes? Qui sait ce qu'ils ont? Tu dis ça, mais la population iranienne, jusqu'ici, les scènes ont été... Ils sortent de foules massives, les gardiens de la révolution les arrosent de balles, comme si tu t'éclipsais et ils se dispersent. Ces événements durent environ un mois. En 2022, au moins 500 personnes ont été tuées, probablement bien plus. Des disparitions ont aussi eu lieu. Mais ça finit.
Je veux dire, comment le peuple peut-il renverser un régime pour provoquer un changement? Quand il y avait d'autres groupes, à l'époque où je vivais en Iran, comme je l'ai dit, au milieu de la révolution, il y avait d'autres groupes en plus de Khomeini. Nous ne savions pas que ce serait Khomeini, mais il y avait des forces. Et je ne peux pas vous dire qui ils sont parce que je ne sais pas qui a orchestré cela, ni comment ils l'ont fait. Le seul système massif, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas d'ordinateur, pas comme nous avons aujourd'hui. C'était le système des mosquées. Oui, et donc Khomeini qui pouvait s'opposer au reste des grands ayatollahs parce qu'ils avaient peur de lui. Il arrive et tout d'un coup, tout le monde se dirige vers lui. Il y avait des dirigeants du Front National et diverses organisations avec des communistes très actifs. Était-il le plus radical? J'ignore ce que cela signifie. Le mot radical l'était, comme tous, moi compris. Supposons, Dieu nous en garde, qu'il y ait quelqu'un ici, ce qui n'est pas le cas. Tu le détestes pour X, Y, Z et moi pour A, B, C. Ce n'est pas le cas, mais ça ne veut pas dire qui est le plus radical, je le vois. Chacun voit les choses à sa manière, c'est ce qu'il pense. Je ne sais pas quoi. Je ne veux pas utiliser ces mots, même si je le fais, car je pense que ça embrouille les gens. Nous essayons de comprendre le Moyen-Orient en utilisant des termes occidentaux. C'est-à-dire le pouvoir, c'est basé sur le pouvoir? Absolument. Permettez-moi de vous poser la question suivante. Les personnes dont vous parlez, il pourrait y avoir des forces ici. Nous n'avons pas compris exactement ce qui allait se passer dans le passé. Il y a une coïncidence ici qui semble impossible à être une simple coïncidence, à savoir, cela a commencé samedi la semaine dernière, et au même moment exact où le premier ministre Netanyahou faisait ses valises pour aller voir le président Trump à Mar-a-Lago pour le rencontrer principalement pour parler de l'Iran et de ce qui va se passer avec l'Iran. Il lui a présenté une série de documents de renseignement, l'un concernant le corps de Ron Gavili à Gaza et un autre concernant l'Iran et leur enrichissement d'uranium, la reconstruction de leur programme nucléaire et leurs missiles balistiques. C'est bien cela? Y a-t-il coordination ici? Du point de vue iranien, et c'est tout ce que je peux vous dire. La réponse est absolument oui. C'est le grand complot contre le régime. C'est Tutay Buzurk, c'est l'expression persane, et vous entendez parler de complot. Nous pensons que vous êtes fous quand les gens parlent de ces choses-là, mais c'est comme ça qu'ils le voient. Ça, si vous voulez, quand est-ce que ça a commencé? Ça n'a pas commencé il y a 3 jours. La guerre de 12 jours, qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre de 12 jours? Juin, la guerre d'Israël, où nous avons, en l'espace de 12 jours, frappé le programme nucléaire iranien et en avons détruit une grande partie. D'accord, alors qu'est-ce qui s'est passé? Nous, vous savez, Israël et l'Amérique, du point de vue iranien, ils travaillaient ensemble. Maintenant qu'a fait Israël, ils n'ont pas seulement détruit le programme nucléaire. La plupart de l'état-major, la plupart des chefs militaires, beaucoup de hauts responsables civils, ils sont avec Allah. Maintenant, Israël a organisé cela, puis l'Amérique intervient et fait ce qu'Israël ne pouvait pas faire. Et bien sûr, tout d'abord, le chef du monde non musulman, il faut comprendre les musulmans contre les non-musulmans. Cela ne veut pas dire que c'est la seule division dans le monde, mais de leur point de vue, c'est ce qui compte. Maintenant, qui est le chef du monde non musulman? C'est le président des États-Unis, c'est le président Trump, et il a clairement coordonné, je réfléchis à l'iranienne, si vous voulez, ici, ils ont coordonné. Israël a fait tout le travail de préparation. Trump a ensuite mis la cerise sur le gâteau, le glaçage sur, vous savez, sur le gâteau. Ils étaient unis. Tous les non-musulmans agissent contre les musulmans. C'est le présent qui a commencé à ce moment-là, et c'est impressionnant. Et ensuite, si tu remarques 2 choses à l'avance, ce que disaient Netanyahou et Trump, c'était l'Iran doit se désarmer et ne plus posséder d'armes nucléaires. Mais après leur réunion, leur discussion et leur conférence de presse conjointe, c'était très clair. Nous sommes unis contre les mollahs sur ce point. Et s'ils ne le font pas, quoi? C'est Trump le menace. Il est le chef du monde non musulman. Et oh mon Dieu, oh là là, maintenant cela renforce le peuple.
Il n'a rien dit à propos d'une révolution, il ne l'a pas fait, Netanyahou non plus. De mon point de vue, disons simplement en tant qu'analyste ici, ce que nous voulons, l'extérieur, l'Amérique, Israël, et il y en a quelques autres. Ce que nous voulons, c'est pouvoir aider à mettre en place les conditions, mais le peuple iranien doit le faire lui-même. Il doit croire qu'il est la raison pour laquelle il y a eu une révolution. Mais il se tourne vers le monde extérieur, surtout vers l'Amérique et vers l'allié de l'Amérique, Israël, s'il vous plaît. Et la raison pour laquelle les révoltes avant le RIS, et il y en a eu beaucoup contre ce régime, n'ont jamais fonctionné, c'est généralement le président américain qui dirige le monde. Il est l'assistant d'Allah sur terre, il dirige le monde. Et à chaque fois, oh, les Iraniens ont leur propre type de démocratie et tout ça. Ce n'est pas à nous d'intervenir. Et ils avaient fait des choses, surtout en 2009, ils sont sortis dans les rues et les Américains ont dit non. Et c'est comme, pourquoi devraient-ils nous croire maintenant? Mais à quoi tout cela ressemble-t-il du point de vue iranien? Trump et Netanyahou travaillent ensemble. Israël et les États-Unis travaillent ensemble. Et le Mossad a un service persan, ça s'appelle Mossad Farsi. Et d'après un ami, je ne sais pas comment fonctionne Internet, ce n'est pas mon domaine, mais j'ai un ami qui m'a dit « il y a une coche à côté, ce qui veut dire que ça a été vérifié comme authentique. » Et puis, entre autres, le Mossad dit « vous savez, au peuple iranien, sortez dans les rues, nous vous soutenons beaucoup, et dans les rues, vous ne serez pas seuls. » La traduction dans la mentalité iranienne, c'est que vous ne serez pas seuls. Cela signifie « oh, le grand complot est dans les rues et dans le peuple contre le régime ». Eh bien, je veux dire que même si le président Trump n'a pas appelé à un renversement du régime, il a évoqué que lors des manifestations, des gens sont tués et des actes horribles ont lieu, ce qui est méprisable. Il n'a pas appelé. Mike Waltz, ambassadeur des États-Unis à l'Organisation des Nations Unies, a écrit ceci. Et ceci est sur X. Nous soutenons les Iraniens dans les rues de Téhéran et à travers tout le pays alors qu'ils protestent contre un régime radical qui ne leur a apporté que le déclin économique et la guerre. Et donc Mike Waltz, l'ambassadeur auprès de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que le compte en langue persane du gouvernement américain, ont déclaré que Washington soutient les efforts du peuple iranien pour faire entendre sa voix. Oui. Donc, il semble qu'un message clair soit envoyé. Cependant, C'est pour nous, les Occidentaux. d'accord pour eux. Qu'en est-il à l'intérieur de l'Iran? Et dis-moi en une phrase, quel est le point de bascule pour que cela passe d'une simple manifestation à un véritable changement de régime? Nous ne pouvons pas le savoir. J'ai déjà vécu cela. J'ai traversé des guerres et des révolutions. On ne peut pas savoir. Je suppose qu'une grande partie de votre public est américain. Donc, il y a une goutte de pluie qui tombe juste à côté de la ligne de partage des eaux dans le Colorado. Et en descendant, on ne peut pas savoir si elle va aller à gauche ou à droite. L'une ira dans le Pacifique, l'autre dans l'Atlantique. Impossible de le savoir avant la fin. Je te le dis, c'est l'équivalent maintenant. Imagine qu'il y a un seau d'essence, des chiffons imbibés d'essence, et qu'il y a un petit garçon qui allume des allumettes et les jette dessus. L'essence explose à cause des vapeurs, pas à cause du liquide lui-même. Et tôt ou tard, l'une de ces allumettes va tout faire exploser. C'est là où nous en sommes maintenant. Je ne peux pas vous dire laquelle. Je ne peux pas vous donner de date. Je sais que les Américains veulent ça. Pas une date, mais laissez-moi demander. Que se passerait-il si des membres du corps des gardiens de la révolution islamique ou de la police rejoignaient les manifestants dans la rue? C'est déjà en train de se produire. Oui, j'en ai vu un peu, mais cela ne s'est pas produit. Cette révolution peut-elle réussir, ou ces manifestations peuvent-elles se transformer en une véritable révolution? La plupart des gardiens de la révolution, le gouvernement iranien est très sophistiqué. Ils ne sont pas locaux, ils n'ont pas de liens familiaux, ils viennent d'autres régions, donc c'est plus facile pour eux de tuer des gens, ce ne sont pas les vôtres. Encore une fois, c'est leur point de vue, peu m'importe ce que je pense. Maintenant, est-ce qu'il y aura un moment? Je peux seulement te dire qu'il y a le boléro de Ravel. Si tu connais la mélodie, la musique ne cesse de monter. Tu ne sais pas quand tout va soudainement s'effondrer,
et parfois on dirait que ça n'arrivera jamais, puis ça s'arrête. Mais nous sommes bien plus proches de cet effondrement que je ne l'ai jamais vu depuis la révolution iranienne de 1978-1979. Et si Israël frappe, il y a beaucoup de rumeurs en ce moment, peut-être dans les prochains jours. Il n'est pas nécessaire d'être un prophète pour comprendre cela. Cela a été dit très, très clairement après la rencontre du Premier ministre avec le président. S'il y a une frappe conjointe contre l'Iran pour désactiver ce programme nucléaire, pour détruire ses missiles balistiques, cela pourrait-il ajouter de l'huile sur le feu et permettre le renversement de ce régime? Oui, et si vous regardez ce que vous avez lu, moi, ce qu'a dit l'ambassadeur Mike Waltz là-bas, tout est avec le peuple, nous sommes avec vous. Comment les Iraniens vont-ils interpréter cela? Premièrement, parce que nous avons eu la guerre de 12 jours, hein? Peut-être qu'ils sont sérieux après toutes ces années où nous faisions n'importe quoi, et ils disaient, peu importe, c'est nous, l'Occident, peut-être qu'ils sont sérieux. Il y aura un point de bascule. Je ne sais pas ce que c'est ni quand ça arrivera, mais ces petites choses qui, du point de vue iranien, sont de grandes choses, si vous êtes pour le peuple iranien, alors vous n'êtes pas pour ce régime terroriste. Qui cela blesse-t-il le plus? Son propre peuple ou ce qu'on appellerait son peuple? Eh bien, vous savez, ces gens vivent sous la tyrannie de la République iranienne depuis, comme nous l'avons dit, 50, 60 ans. Parlez-moi des Iraniens. En tant que juif ayant travaillé dans la ville de David, je le sais. La toute première pièce jamais frappée qui portait les lettres Yud, Daleh, Yehud ou juif dessus. C'était une pièce perse de 400 avant notre ère. Ce peuple ancien frappait une pièce mentionnant juif. 2000 ans avant que l'Iran ne soit une république islamique. Cet esprit perse ancien est-il toujours vivant? L'Iran contre l'islam. L'islam a été apporté en Iran par les Arabes, du point de vue perse. Les Arabes sont des nomades du désert, ils sont inférieurs, ils mangent des lézards, ils mangent des rats. C'est ainsi que les Iraniens voient les Arabes. Ils nous ont forcés à devenir musulmans. Même quand je vivais en Iran, les gens disaient que nous ne sommes pas vraiment musulmans, que nous détestons. C'est le seul endroit où j'ai entendu des musulmans dire « nous détestons l'islam ». Ce sont des Iraniens qui parlent. Nous sommes perses. C'est de nous que vous parliez, de cette ancienne et fière civilisation perse. Quand les Arabes sont arrivés et nous ont submergés, nous étions déjà un empire depuis 1100 ans. La culture perse est alors passée dans la clandestinité, puis elle a ressurgi. J'ai écrit un article. Je serai heureux de vous l'envoyer, ainsi qu'à vos auditeurs, s'ils souhaitent le découvrir. Il porte sur la lutte éternelle entre l'islam et la culture perse en Iran. C'est comme l'huile et l'eau, les deux ne se mélangent pas, vous pouvez les mélanger encore et encore pendant 1000 ans. Et que se passe-t-il quand vous arrêtez de mélanger? Ils se séparent. Tu veux dire que les gens dans la rue ressentent aujourd'hui un peu de cette ancienne gloire? Oui, restaurer l'identité perse dans l'islam, la période avant que leur prophète Mahomet n'existe. On appelle ça la période de l'ignorance. Jahiliya en Iran, la période d'avant l'islam. Personne ne connaît le mot Jahiliya, mais partout ailleurs, ils connaissent ce mot, c'est un mot arabe. Jahil signifie un ignorant en arabe, c'est la période des ignorants. Ils sont très fiers de leur culture pré-islamique, très fiers. Ce sont des Iraniens et quand vous les appelez arabes, ils se fâchent. Eh bien, ce ne sont pas des Arabes. Eh bien, toi et moi, nous savons peut-être qu'ils sont indo-européens. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça? Eh bien, disons-le ainsi, avec tous les mélanges de peuples, étant donné les frontières de l'Iran, les invasions venant du nord, de l'ouest et de l'est et tout le reste. Tout comme les Chinois, ils ont développé ce système. Tu peux venir et me gouverner. Pas de problème, fais-le simplement à ma façon, je te rendrai riche. Chinois. La dynastie Qing, dernier grand empire chinois, s'est terminée en 1911 ou 1912. C'était des Mandchous. Ils ne sont pas chinois. Ce sont des gens du nord-est de la Chine.
mais culturellement, ils sont devenus totalement chinois. C'est pareil pour les dirigeants de l'Iran, totalement de culture perse, mais ils pouvaient appartenir à des groupes ethniques très différents. Alors inscris-moi, pas de problème, fais-le à ma façon. Et je vais me taire, je vais rester silencieux jusqu'à ce que je voie une occasion de bondir. Et puis toi, monsieur arabe, tu ne sais pas ce qui t'attend? Et tu penses que ça fait partie du facteur moteur 100? Nous en avons assez du joug arabo-islamique. Veulent-ils quitter l'islam? L'islam est une culture dont la religion n'est qu'une partie. Nous pensons, oh, à quel point quelqu'un est-il religieux? Cela veut-il dire qu'il est plus contre nous en Occident? Non, non, les gens. Je vais vous donner un exemple de la Turquie, c'est incroyable. C'est simple, tout le monde peut comprendre. Il y a beaucoup de gens qui détestent Erdogan et les islamistes, j'ai envie de les appeler des fascistes, qui dirigent leur pays en ce moment. Ils ont grandi sous ce régime où on leur a sans cesse enseigné l'islam. Ils vous diront, nous ne sommes plus musulmans, nous sommes maintenant théistes, nous croyons en Dieu. Mais ce qui est resté est intéressant sous Erdogan et tout cela. Ils détestaient Israël parce qu'Israël avait volé, de leur point de vue, un territoire islamique. Les musulmans ont conquis cela en 637-638 après Jésus-Christ. Donc, c'est un territoire musulman. N'est-ce pas? Nous devons expliquer qu'une fois qu'un territoire tombe sous contrôle musulman, il ne peut vraiment jamais être cédé. Cela leur appartient. Même l'Espagne, de 712 à 1492, était sous domination musulmane. Elle est encore dirigée aujourd'hui par des musulmans. Mais c'est leur réponse. Ils ont de la patience et ils savent attendre. Ce que je veux dire, c'est que la haine d'Israël parmi les jeunes de Turquie aujourd'hui, qui sont théistes, maintenant c'est pour des raisons impérialistes. Ils sont ceci, ils sont cela. Ce qu'ils font aux Palestiniens, ils n'en ont aucune idée. Ces jeunes gens brillants, je dis que c'est la culture islamique. Nous avons cela aussi en Iran. La différence, c'est que l'Iran a vraiment souffert d'une domination sérieuse, appelons-la la règle des mollahs, et ils ont vraiment détruit beaucoup de l'islam aux yeux du peuple. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne considèrent pas les juifs, les chrétiens et les autres comme différents et pas comme nous. Donc, je veux vous poser encore une question. Il y a cette femme du Conseil économique iranien, Fatima Maksudi. Elle s'exprime au nom du régime sur la situation économique et la majorité du régime. C'est intéressant. Elle reconnaît les manifestations en ce moment et ils ont demandé à rencontrer les leaders des protestations, contrairement au passé. Elle a dit, quand Trump appelle le Premier ministre Netanyahou, ou Bibi comme elle l'a nommé, il l'invite à prendre un café. Les marchés iraniens s'effondrent et c'est ce qui provoque cela. Contrairement à ce qui est dit, l'Iran est en déclin corrompu depuis des décennies, comme vous l'avez mentionné. Ce ne sont pas seulement des problèmes économiques à long terme. Mais si Israël et les États-Unis ont ce genre d'influence, que faudrait-il qu'il se passe? Quelle phrase, cri d'alarme ou action les États-Unis et Israël devraient-ils entreprendre, Harold, pour que ces personnes aient la confiance de dire que c'est le moment? Tout d'abord, ce qu'a dit l'ambassadeur Mike Walsh est excellent. Ils ont besoin d'être sans cesse renforcés. Vous les encouragez, évoquez des incidents passés et affirmez votre soutien. Que veut dire « nous vous soutenons » pour les complotistes? Certains, comme les Iraniens, y croient. Alors, cela veut dire que l'Amérique aide seulement avec des mots. S'il vous plaît, c'est tout ce que vous pouvez faire. C'est essentiel, car après une révolution, les choses finissent toujours mal. Vous finissez enfin par avoir le président que vous voulez aux États-Unis et il fait des choses que vous n'aimez pas. C'est comme ça. Nous ne voulons pas être tenus pour responsables. Ils vont quand même nous reprocher un peu, ils doivent croire qu'ils sont aux commandes. Mais la chose dont tu parlais, la femme ici, celle qui fait partie du régime, c'est ce qu'elle dit. Qu'arrive-t-il au marché? On dirait que le régime cède, mais que signifie céder au Moyen-Orient? C'est un signe de faiblesse et c'est la dernière goutte. C'est ce qu'a fait le gouvernement soviétique. Il a cédé avec Gorbatchev et de plus en plus de gens, mais ce qu'ils ont vu, c'est que le gouvernement était faible. Ils ont d'abord poussé, puis une révolution contre le communisme a éclaté. Ici, c'est pareil, le gouvernement est la goutte de trop.
C'est une fracture majeure dans la base des gardiens de la révolution du régime iranien. Quand ils ressentent le besoin d'essayer, venez, raisonnons ensemble. Une phrase historique américaine typique des white anglo-saxon protestants. En essence, on ne négocie et on ne s'assoit avec les gens qu'après avoir gagné, et quand on gagne, on dicte les conditions. Il n'y a pas de compromis. Tu cèdes un peu, moi aussi. Dans toutes les cultures du Moyen-Orient, cela s'appelle de la faiblesse. Pourquoi irais-je discuter avec toi? Si je suis fort et que je gagne, je dis, tu sais, tu es en train de perdre. Donne, asseyons-nous et parlons. Tu dis, ah, Harold est faible, et puis qu'est-ce que tu fais quand tu es faible? Tu pousses. Il n'y a pas de chose telle que la rachmanout hébraïque, le mot arabe pour miséricorde. Non, non. L'accommodement et Aucune compassion envers les autres. aucune compassion, aucun accommodement. Oui, là, il y a de petits exemples ici et là, mais malheureusement, cela ne fait pas partie de la culture islamique. C'est la raison pour laquelle partout. Regardez ce qu'ils se font les uns aux autres. Eh bien, vous savez, je pense que je vous écoute, Harold, et ce que vous dites, c'est que le régime a peur. Si notre régime n'avait pas vraiment peur. Oui, Je regarde autour et je vais le dire. Vous avez Israël et les États-Unis qui ont déjà attaqué l'Iran et cherché à éliminer ce qui est vraiment une menace mondiale. Vous avez l'Arabie saoudite qui a une peur mortelle de l'Iran, vous avez les Émirats arabes unis qui ont une peur mortelle de l'Iran. Beaucoup de pays dans le monde reconnaissent que l'Iran est un véritable ennemi. J'espérerais que ce ne soit pas seulement Israël et les États-Unis, mais aussi d'autres pays arabes qui trouvent des moyens d'aider ces personnes dans les rues. Ainsi, quand ces personnes prendront les armes pour renverser le régime, car c'est cela. Je pense que cela devra se produire avec une forme d'engagement cinétique afin qu'ils aient les armes et la capacité de le faire. Sinon, ils pourraient simplement être massacrés dans les rues. La prochaine fois, 100 000 personnes pourraient participer et le régime survivre malgré tout. je suis d'accord, une action cinétique, quelque chose, mais cela peut être le déclencheur de la fin. Certains disent, vous imaginez que des gens n'ont même pas d'eau potable? Tu ne peux pas cacher ça. Alors, tu vas faire quoi? Tu n'as rien, tu ne peux pas vivre sans eau, aucun être humain ou créature ne le peut. Si ça en arrive là, peu importe combien de personnes tu tues, et eux, parce qu'ils n'ont rien à perdre. Et l'islam chiite est une culture du martyr. Ils vénèrent des héros qui ont été tués la plupart du temps par les sunnites, et le régime crée des martyrs en agissant ainsi. Et ce qui se passe, c'est que dans l'islam, tu as des funérailles, 40 jours plus tard, tu as une commémoration, et tu peux voir, à travers l'histoire iranienne, que les gouvernements ont tout fait pour ne pas créer de martyrs. Parce que c'est comme, t'as tes funérailles et c'est calme, mais 40 jours plus tard, tu vas avoir des gens dans les rues. Ce qu'ils craignent le plus, ce sont les foules. Tu ne peux pas contrôler les foules. C'est là où nous en sommes. C'est une situation incroyablement explosive en ce moment. Pour moi, la meilleure chose que l'Occident, et en gros seulement l'Amérique et Israël puissent faire, c'est « j'aime quoi ?» Plus que Donald Trump, mais au fond c'est la même chose. Les Iraniens comprennent le peuple, contrairement à ce que les présidents américains et les hauts responsables ont dit dans le passé. C'est comme dire « c'est votre problème, on ne s'en mêle pas ». Eux disent « on est avec vous, avec le peuple ». Et cela ne cesse d'être souligné et répété. Et ils parlent d'un peuple glorieux, ils parlent des martyrs. Donc, nous sommes à un tournant. Oui, et si nous utilisons leur culture, nous, en Occident, pouvons le faire, aider les gens. En tant que membre du ministère de la Défense, ancien du ministère de la Défense, officier de carrière, Pentagone, Perse Islam. Est-ce que c'est le moment le plus proche que vous ayez vu d'un tel tournant? Oui. Harold, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. C'était très instructif. Personne ne creuse aussi profondément que vous, vous savez. Même moi, j'aborde cela comme un occidental, en pensant aux radicaux, en pensant aux échéances. Mais l'Iran est tellement nuancé, et je le sais grâce à mes amis iraniens, que vous mettez en lumière cette nuance avec une grande vérité et honnêteté.
Et au final, c'est en comprenant ces nuances grâce à vous que nous pourrons saisir comment l'ensemble du tableau se dessine. Donc, je voudrais me tourner vers notre public de True East et vous remercier de nous avoir rejoints, d'avoir envoyé vos commentaires, d'avoir posé vos questions. Harold et moi lirons vos commentaires et questions. Et voyons comment les prochaines 24, 48 heures ou les prochaines semaines vont se dérouler. Nous assistons peut-être à la fin de la République islamique d'Iran.